Bonjour Bassam Tahan. Bonjour Frédéric Saillot d'Eurasie Express. Nous voilà réunis aujourd'hui en cette journée d'automne sur l'esplanade des Invalides au sujet d'Erdogan et des réfugiés. Alors, le 18 octobre, dimanche dernier, la chancelière allemande Angela Merkel a rencontré le président turc Erdogan à Istanbul. Elle a promis d'intensifier le processus d'intégration de la Turquie à l'Union européenne en échange d'une aide dans la résolution de la crise migratoire. Cette volte-face de Merkel, tant concernant l'adhésion de la Turquie à l'UE, à laquelle elle était opposée jusqu'à présent, que concernant l'accueil des migrants en Allemagne, montre la difficulté dans laquelle elle se trouve, y compris vis-à-vis de son propre parti. Le changement de politique se remarque également en France, où le ministre de l'Intérieur Cazeneuve visite aujourd'hui Calais, où l'on envisage l'utilisation de l'armée pour régler le problème des réseaux de passeurs, dans ce qu'il est convenu d'appeler la jungle de Calais, où les milliers de réfugiés s'entassent dans des conditions épouvantables. Concernant la Turquie et Erdogan, que pensez-vous, Bassam Tahan, du deal proposé par Merkel à la Turquie ? Alors, celui qui se trouve vraiment en difficulté, c'est plus Erdogan que Merkel. Parce que Erdogan a fait de ces réfugiés son fonds de commerce. Non seulement les réfugiés syriens, mais de toute la Syrie. C'est son fonds de commerce depuis le début de la crise. Je m'explique. Tout au début, il a joué le jeu de l'Occident en voulant être son joker. Voilà, j'interviens en Syrie à ma manière, je construis des camps de réfugiés pour dire qu'il y a une crise et qu'on va avoir des réfugiés, alors qu'il n'y en avait pas du tout. C'est acte premier. Acte second, il croyait que Assad allait tomber. Assad n'est pas tombé. On est passé petit à petit de 10 000 réfugiés. Aujourd'hui, on est près de 2 200 000. Certains vont même jusqu'à dire 2 600 000, plus de 2,5 millions, ce qui est énorme. Alors, où se trouve le problème? C'est que, quand j'ai dit un fonds de commerce, il a touché de l'argent des Américains, des Européens, notamment des Français, et surtout des pays du Golfe. C'est-à-dire, c'était donnant-donnant. Vous essayez de dégommer Assad, nous, on est prêt à être vos bailleurs de fonds. Ça a marché, il a touché des sous. C'est pour cela qu'il n'en réclamait jamais plus. Mais là, avec tous les problèmes intérieurs qu'il a, il veut faire chanter l'Europe. Voilà. Il s'est rendu compte que ces réfugiés pouvaient représenter un certain danger et la pomme de discorde, si je puis dire, entre les différents pays européens. Donc, du coup, il les laisse partir. Mais en fait, pourquoi il les laisse partir? Pas simplement pour faire chanter l'Europe. Parce que ces réfugiés se trouvent sur des territoires historiquement syriens. Et là, permettez-moi de faire une petite parenthèse. Ou une grande parenthèse, parce que le sujet en vaut la peine. Vous savez, selon Sykes-Picot, la zone bleue, sous la tutelle des Français, s'étendait jusqu'au mont Taurus. Donc, toute cette partie qui se trouve actuellement de la frontière syrienne, de ce tracé de frontière qui est le dernier, au mont Taurus, jusqu'à Antalya, le port d'Antalya. Au-delà du côté de l'Est, n'est-ce pas? Jusqu'au mont Taurus. D'accord. Tout ça, c'est la Syrie historique. D'ailleurs, vous savez, vous vous souvenez de Lucien le Syrien dans la littérature grecque, le dialogue des morts. Ils ne l'ont pas appelé Lucien d'Anatolie, hein? Ils l'ont appelé Lucien le Syrien. Là où il fait parler les célébrités du monde grec dans l'au-delà. C'est un ouvrage magnifique, un chef-d'œuvre de la littérature universelle. C'est Lucien, le Syrien, qui a rédigé ça en grec. Il en est, bon, je ne veux pas m'attarder sur d'autres célébrités de cette période. C'est pour vous dire que tout ce ruban actuel qui va
sur une profondeur de près de 80 à 100 km, parfois même plus, c'était habité par des Syriens. Je m'explique. C'était soit des Arméniens, d'ailleurs la Cilicie dont on parle, c'était là où il y avait la plus grande concentration d'Arméniens. À part la Cilicie, Antioche, Alexandrette, Antioche est la capitale antique de la Syrie et elle est également la capitale de tous les chrétiens d'Orient. Tous les patriarches d'Orient sont d'abord patriarches d'Antioche, avant tout. Tout le monde sait que la France a cédé Antioche, cette capitale politiquement symbolique, du nom d'Antiochus, n'est-ce pas, le fondateur de la Grande Syrie dans l'Antiquité, et Alexandrette, qui est le grand port de l'époque face à l'île de Chypre. D'ailleurs, chez les chroniqueurs anciens, Chypre portait un nom, c'est l'île d'Alep, parce que la route de la soie allait d'Alep à Alexandrette, toute cette partie riche, économique, riche par sa mémoire religieuse, politique, a été donnée aux Turcs pour la désaxer de l'Allemagne à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Mais les gens croient que c'est juste cette partie qui a été cédée par la France à la Turquie. En fait, non. Sur les 900 km de frontières, comme je l'ai expliqué, il y avait plusieurs villes. Kilis, Anteb, qu'aujourd'hui on appelle Gaziantep, n'est-ce pas, en turquisant le nom. Hein. Et vous allez jusqu'au nord-est de la Syrie, tout ça était habité par des chrétiens orthodoxes, des Arméniens, des tribus arabes, des Turkmènes, des Turcs. C'était vraiment, à l'image de la Syrie actuelle, une mosaïque d'ethnies, de cultures. Ceux qui ont cassé donc cette Syrie, c'est bien les Français. C'est-à-dire que ce que la monarchie française ou l'Empire français n'a jamais cédé, la République, une certaine République française l'a fait, en donnant Antioche aux Turcs, en donnant tous ces territoires également riches en eau, et tout le monde sait la rareté de l'eau dans cette région. Donc, le problème qui se pose actuellement pour Erdogan, c'est qu'à un moment donné, il s'entendait bien avec les islamistes. Daesh, Al-Nusra, les différents groupes. Même avec l'armée syrienne libre, qui n'est pas si laïque que ça, puisque au premier coup de feu, hein, ils ont rejoint les islamistes en se donnant au plus offrant. Alors, tout ce ruban frontalier représente aujourd'hui un danger pour la Turquie. Il y a aussi beaucoup de Kurdes. Avec la montée du parti des peuples, des différents peuples en Turquie, Erdogan se dit, si moi un jour je ne m'entends plus bien avec les islamistes, ce qui est en train d'arriver, toute cette partie peut être revendiquée par les réfugiés. N'oubliez pas que parmi ces réfugiés, il y a bien des gens qui ont des titres de propriété de leur maison, de leurs biens d'avant 1938. Vous voyez? Parce que par 3 fois, cette frontière, ce tracé a été reculé au détriment de la Syrie et au profit de la Turquie. Donc, aujourd'hui, Erdogan veut se débarrasser de ces réfugiés. Il veut se débarrasser de ces réfugiés en s'attaquant à l'Allemagne et en essayant de faire pression sur l'Europe que voilà, vous ne m'avez pas assez aidé. Alors on lui a proposé 3 milliards, mais comme c'est un enfant de bazar, Erdogan, c'est un bon commerçant, il veut plus. Et puis il a vu que même cette histoire d'argent n'était pas assez et qu'il a une course électorale, il a soulevé le problème de Chypre. Chypre, le côté turc qui n'est reconnu comme État que par la Turquie. N'oublions pas cela. Vous voyez? Donc, parler de réfugiés syriens. Ça fait partie des
points d'achoppement pour l'intégration de la Turquie en Union européenne. Mais il n'y a pas que cela, parce Bien que sûr. depuis tout ce jeu, toutes ces tractations entre la Turquie et l'Europe, Erdogan a dû toucher des dizaines de milliards, hein. Comme quoi il va changer, il va installer la démocratie. Vous avez vu la démocratie. Alors ça, ce sont les financements pour que la Turquie se mette aux normes de l'Union européenne. Mais vous avez parlé au début de votre réponse, Bassam Tahan, de fonds en provenance des pays du Golfe et des États occidentaux, dont les États de l'Union européenne, depuis le début de la crise syrienne. Alors à quoi précisément, nominément, étaient destinés ces fonds? Alors ces fonds étaient destinés évidemment à armer les rebelles. Vous voyez? Alors, armer les rebelles, acheter des armements à l'OTAN. Mais officiellement, ces fonds étaient désignés. C'est pas officiel. C'est pas officiel parce que tous les bailleurs de fonds du Golfe ne voulaient pas afficher qu'ils aidaient les islamistes, alors que tout le monde le savait. Oui, on sait que ces financements passent par des bailleurs privés dans le Golfe, mais concernant les États occidentaux, quel était le motif officiel de la destination des fonds à la Turquie depuis le début de la crise en Syrie? Les fonds pour la Turquie, en principe, c'était pour aider la Turquie dans une sorte de partenariat, n'est-ce pas, à évoluer vers la démocratie. Et là, il avait fait un geste symbolique en disant « il y a un cessez-le-feu entre nous et le PKK ». Résultat, c'était du bluff, parce que tout ce qu'il voulait des Kurdes, justement, c'est qu'ils votent pour lui pour qu'il devienne, qu'il change le système en système présidentiel. Ça, c'était les élections législatives de juin dernier. Voilà, il a perdu. Comme il a perdu, alors là, il joue la carte de la prospérité économique. Il veut casser sa prospérité économique, toutes ses aides, dans l'espoir que, en installant un état d'insécurité publique, les gens se portent sur lui en disant c'est le sauveur, on va voter Erdogan pour... En fait, si vous voulez, il se mêle de choses où il est vraiment incompétent. Regardez la livre turque, elle ne fait que chuter. Hein. Alors, ces quelques milliards vont aider la livre turque, mais c'est pas assez. C'est-à-dire, on arrive aujourd'hui en Turquie à une situation économique très difficile, parce que les investisseurs fuient vu qu'il n'y a plus de stabilité. Un investisseur a besoin d'un état stable, d'une main-d'œuvre. Alors, maintenant, pour revenir au problème des réfugiés, parce qu'on les a oubliés, oui, alors, pourquoi ces gens-là... Si j'ai bien compris, Erdogan souhaite se débarrasser des réfugiés qu'il a fait venir ou qu'il a accueillis dans des camps qu'il avait fait construire dans ces anciennes terres syriennes qui se trouvent à la frontière syro-turque actuelle. Il souhaite s'en débarrasser parce qu'il ne veut pas d'installation de population syrienne dans leurs anciennes terres, finalement. Oui, puis comme le fossé se creuse entre lui et les chefs islamistes en Syrie, il a peur des attentats. Parce que ces gens-là, islamistes, ne sont pas bêtes. Ils ont logé parmi ces réfugiés les leurs pour éviter les bombardements. Maintenant, si ça va mal, s'il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit, entre Erdogan et ses chefs islamistes, beaucoup parmi ces réfugiés vont se transformer en djihadistes kamikazes qui vont se faire sauter un peu partout. Et là, le danger est énorme. Ça menace la Turquie beaucoup plus que les Kurdes. Et c'est là où ça met la Turquie à un carrefour d'options. Aujourd'hui, la Turquie souffre de la montée, n'est-ce pas, de différentes composantes de sa population et qui aspirent à une autonomie, vu la situation. Vous avez les Kurdes à l'est, vous avez les Alévis d'Antioche, arabes, vous avez tous les Alévis aussi, qui ne sont pas loin de 20 millions, et qui ont toujours été réprimés par Erdogan. Vous voyez, la Turquie se trouve aujourd'hui très mal. Ceci dit, le peuple syrien n'a rien contre le peuple turc. C'est des peuples amis, honnêtement. Hein.
malgré le génocide, malgré tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas faire porter au peuple turc tous les crimes des Ottomans ou d'une politique irresponsable comme celle d'Erdogan, dans laquelle il s'est bien placé, il a profité de l'argent du Golfe. Vous voyez, mais à vrai dire, quelle différence y a-t-il entre lui et Fabius? Les deux ont vendu la Syrie pour des contrats avec les pays du Golfe. Hein? Qui pouvait penser que la France allait laisser tomber les chrétiens d'Orient, comme elle l'a fait, voyez-vous? Et jusqu'à maintenant, regardez l'impunité. Il n'y a aucune condamnation jusqu'à ce jour de toute la politique d'Erdogan en Syrie. On ne souffle mot. On sait très bien que la majorité des djihadistes sont passés par la frontière turque. Il n'y a eu aucune condamnation. Et l'Europe essaye. Alors, encore une fois, je dirais non à l'entrée de la Turquie en Europe. Si vous dites oui, voyez, si l'Europe dit oui, vous avez décidé la destruction de l'Europe. Soyons clairs, ce n'est pas quelqu'un comme Erdogan qui a commis tous ces crimes de guerre en Syrie, qui a affirmé haut et fort un islamisme combattant, pour qui le djihad est une obligation. C'est une des raisons pour lesquelles il a été emprisonné, en citant le poète turc. Voyez-vous? Je ne comprends pas, franchement, comment jusqu'à maintenant, l'Europe reste, comment dirais-je, calme vis-à-vis de la Turquie. Que c'est un pays ami, il faut négocier, on ne peut pas nourrir de vipères en son sein. Introduire Erdogan en Europe, c'est nourrir une vipère en son sein. Oui, Bassam Tahan, revenons à la question des réfugiés qui quittent massivement les camps installés par Erdogan dans le sud-est de la Turquie. Pour quelles raisons quittent-ils massivement ces camps depuis le début de l'été, depuis le printemps dernier? Alors vous voyez, au début, ces réfugiés ont été encouragés à quitter leur pays. Ils l'ont fait. Il faut dire aussi que, prenez le cas d'une ville comme Alep, sans eau, sans électricité, sous les bombardements, des morts tous les jours, les gens ont quitté. C'est normal. Hein. Bon. Maintenant, il faut voir les conditions de vie de ces gens-là dans ces camps de réfugiés. C'est presque des camps de concentration. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont une carte de travail? Est-ce qu'ils ont le droit au travail? Alors, pour cela, qu'a fait Erdogan? Il a pillé toutes les usines d'Alep, il les a installées au sud de Gaziantep, où ces gens-là travaillent au noir. C'est de la main-d'œuvre pas chère du tout, bon marché, qu'utilise la Turquie d'une part, et d'autre part, par cette guerre, Erdogan a réussi à détruire Alep, qui était une ville concurrente au niveau de la production du textile. Vous voyez? Alors, c'est qu'il a bien fallu que la Turquie laisse passer toutes les grosses machines de toutes les industries qui existaient à Alep. Cela, en principe, n'est pas possible. Hein. On ne peut pas passer la frontière avec des machines de plusieurs tonnes. Hein. On voit bien que c'est du pillage. Et ça a été démonté parfois par des experts turcs, selon les témoignages de certains réfugiés qui ont pu quitter ces camps. Alors, dans ces camps, il faut voir quel est le statut juridique individuel des femmes, des enfants, des hommes, et on se rend compte de quoi? Que, par exemple, c'est devenu un endroit pour vendre les petites filles, soit à des richissimes saoudiens ou des gens du Golfe, soit à des Turcs. Il y a un laisser-aller, une atteinte, un viol des droits de l'homme. Et alors on vous dit, voyez la générosité des Turcs. Depuis un certain moment, Erdogan était fier, jouait plutôt au fier, que lui n'a pas demandé d'aide. Alors là, pourquoi il demande plus de 3 milliards?
Vous voyez, tout ça n'est pas net. On voit que c'est un corrompu. L'argent qu'il a reçu de l'Occident, des services secrets, l'argent qu'il a reçu du Golfe, à quoi il a servi? Quand vous entendez tous les scandales de corruption, on a trouvé vous vous souvenez, chez un de ses ministres, je ne sais combien de milliers de dollars dans une boîte de chaussures. Que faisaient ces dollars? Ses enfants ont des yachts, paraît-il. Il y a eu un scandale pour sa fille qui a acheté, enfin. Et j'en passe, et j'en passe. Vous voyez, c'est ça qui est malheureux. Tout comme pour nous Français, quand j'ai établi ce parallèle, on a vendu la Syrie pour vendre aux pays du Golfe des Rafales, des missiles Milan, des je ne sais quoi, en armement ou autre. Franchement, c'est malhonnête. Et ce n'est pas fidèle à l'image que se fait l'Orient chrétien ou même musulman de la grandeur de la France. On se dit, mais où est cette grandeur, hein? S'abaisser jusque-là, mentir tout le temps, qu'on ne livre pas d'armes létales, en fait, on a livré... Non, ça en fait trop. Le moins qu'on puisse dire, en effet, c'est que la politique étrangère de la France est peu reluisante. Mais pour en revenir à Erdogan, Bassam Tahan, il semblerait qu'il soit en position très difficile actuellement. L'attentat d'Ankara, il y a une dizaine de jours, est attribué par certains observateurs à l'État turc profond. Erdogan cherchant, par cet attentat attribué à l'État islamique, à mobiliser l'électorat nationaliste de façon à pouvoir parvenir à ce qu'il a échoué à faire aux dernières élections législatives de juin, à savoir modifier la Constitution pour s'attribuer des pouvoirs supplémentaires. Suite à cet échec, d'ailleurs, il y a eu une intervention turque très importante contre les bases du PKK en Syrie et même contre la guérilla kurde en Syrie. Le danger pour Erdogan n'est-il pas d'échouer à nouveau dans cette politique de course effrénée à plus de pouvoir, de voir l'échec de cette politique et de voir se démembrer la Turquie qui compte 20 millions de Kurdes? Exactement. Vous voyez, on ne peut pas évoquer cette question de Kurdes et d'Arméniens sans parler du traité de Sèvres. Je ne vais pas trop m'attarder sur le traité de Sèvres, mais vous savez, dans le traité de Sèvres, tout le monde le sait, hein, pour ceux qui ne le savent pas, il y avait une partie pour les Kurdes qui a été intégrée à la Turquie moderne. C'était un pays, donc le traité de Sèvres a consacré l'autonomie des Kurdes et leur indépendance. Il en est de même des Arméniens de l'Arménie occidentale, c'est-à-dire tout ce terrain où vivaient ces 2 millions plus d'Arméniens massacrés, et la Turquie non seulement ne reconnaît pas le génocide, mais a intégré tout leur territoire. Il y a près de 1000 villes et villages. Oui, oui. Voyez-vous. Je pense que les auditeurs sont au courant, mais pour en revenir à la situation présente d'Erdogan, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Il y a deux cas de figure. Soit il gagne, soit il perd. Lui, il fait tout pour gagner en faisant régner un sentiment d'insécurité. En disant, voyez, ce sont les Kurdes qui posent des problèmes, c'est eux qui sont derrière le mal que vit la Turquie, votez pour moi. Admettons, il a gagné les élections. Je ne crois pas qu'il aura la majorité. S'il a la majorité, c'est très grave. C'est que lui qui est déjà dictateur va pouvoir transformer le régime en régime présidentiel et être le nouveau sultan ottoman qui a le droit sur, comme on dit, sur toutes les têtes de son peuple. Voilà, une image assez caricaturale. S'il ne gagne pas, même en gagnant, il n'a pas résolu le problème des Kurdes. Il n'a pas résolu le problème des Alevis. Il n'a pas résolu le problème de tous les réfugiés qui sont sur ce ruban frontalier. Il n'a pas résolu sur les indépendantistes d'Antioche et d'Alexandrette. Voyez-vous? Le deuxième cas de figure, il n'a pas gagné. Ah, il n'a pas gagné, donc là, on va évoluer
vers une nouvelle Turquie où les Kurdes, les Alévis, le reste des Arméniens, les Alaouites d'Antioche, les réfugiés auront leur mot à dire, vous voyez, dans cette nouvelle Turquie. Et là, ça change complètement les cartes. Et l'Europe devrait avoir une autre approche du problème turc. Parce qu'à la limite, une Turquie éclatée pourrait être une solution. Si Erdogan, en insistant sur l'ethnie turque, veut absolument une Turquie islamiste, mais libre à lui, mais qu'il laisse les autres qui n'en veulent pas être autonomes. Alors vous allez me dire, il ne va pas marcher à sa perte. Oui, mais à ce moment-là, on va vers une période d'insécurité et vers une lutte armée. Aujourd'hui, c'est le PKK, demain, ce sera peut-être les réfugiés ou les Alévis. Qui sait? Méfiez-vous si un jour, les Alévis de Turquie vont être conscients de toute la souffrance qu'ils ont vécue sous l'Empire ottoman et avec Erdogan, s'ils se mettent à bouger. Mais est-ce qu'ils ont déjà des revendications politiques Les revendications politiques des Alévis, vous savez, ils ont tellement subi la persécution qu'ils ont du mal à s'exprimer. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a eu je ne sais combien d'attentats chaque fois que culturellement ils étaient réunis. L'attentat connu où il y a eu une quarantaine brûlée dans un hôtel, c'était à l'occasion de montrer justement les trésors de la mémoire alévi en Turquie. Vous voyez? Donc, moi je crois qu'à trop jouer la carte de l'éclatement de la Syrie, c'est la Turquie qui risque d'éclater. Et là, il y a des raisons objectives. Vous ne pouvez pas dire à tous les gens qui ont été chassés après la Deuxième Guerre mondiale de ce qui est maintenant turc, ce ne sont plus vos terres et à nouveau, on va vous découper la Syrie. Non, je crois que... Enfin, moi, j'ai grand espoir qu'il y ait dans les élections américaines et françaises un changement radical, mais vraiment radical, vis-à-vis de la Syrie et de la Turquie et de tout le Moyen-Orient. Je crois qu'il y en a marre, quoi. Les gens, ils se rendent compte de tous les crimes et du passé et du présent. D'ailleurs, sûrement, il y aura un jour des justiciers de Syrie et de tous les pays vis-à-vis desquels on a été injuste et où il y a eu de l'impunité, des revendications pour traduire en justice, ne serait-ce que symboliquement, les criminels responsables des morts et de tout ce flux migratoire. Eh bien, espérons-le, parce que si le scénario catastrophe que vous évoquiez tout à l'heure se réalise, les flux de réfugiés n'en feront qu'augmenter de façon considérable. Merci à Eurasie Express de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. C'est très dur aujourd'hui de contredire la doxa des médias mainstream. Merci à vous, Bassam Tans.